Maintenant, on se pose la question de savoir comment, à l'échelle de différentes parties prenantes, croisant des parties prenantes agricoles, des habitants, des collectivités, des gestionnaires d'eau potable, que sais-je, comment prendre en charge plus globalement ces enjeux-là. Donc on va avoir une petite table ronde avec 3 intervenants et je vais proposer au premier de me rejoindre, Denis Pignal, qui travaille chez BRLE. Sous vos applaudissements, vous l'encouragez à me rejoindre. Denis, je t'invite à prendre un micro, celui que tu veux. Est-ce que tu peux peut-être... du coup, je bascule sur un tutoiement alors qu'on ne se connaît pas, mais on est comme ça à la chaire agrotique. Désolé. Précisez du coup quelle est votre fonction. Et puis, 2-3 précisions aussi sur BRL et BRLE. Quels sont les métiers de cette belle société? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je viens de Nîmes. BRL, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 50 pour voilà, dynamiser l'économie agricole dans la région. Et voilà, donc je vais pas vous présenter en détail, mais cette carte va vous permettre de voir un petit peu le territoire. Donc on s'étend du Rhône jusqu'aux Pyrénées-Orientales et jusqu'à Castelnaudary plus à l'ouest. Voilà, on gère des canaux, des stations de pompage, des réseaux sous pression pour distribuer de l'eau principalement à destination de l'irrigation. Voilà, et on a un problème depuis quelques années, c'est ce changement climatique qui commence à nous embêter un petit peu. Alors c'est bien parce que bon, on vend plus d'eau, ça nous arrange. Mais il y a des parties de notre réseau qui ont été créées et c'était pas prévu pour. Donc il y a de plus en plus de tensions sur certains réseaux et voilà, ces tensions, elles se répercutent sur nos clients qui n'ont voilà, normalement une année sur 5 ou enfin 4 années sur 5 ils avaient de l'eau, une année sur 5 c'était plus compliqué. Maintenant on est plus sur 2-3 années sur 5. Et malheureusement, c'est souvent les mêmes clients qui n'ont pas l'eau. Donc là, on parle de clients irrigants. Clients irrigants, dans le cas ouais. précis, ouais. Oui, tout donc avec certains qui sont, voilà, on va dire en bout de course sur le réseau et qui souffrent plus que d'autres de certaines restrictions. Exactement. Ceux qui sont surtout en altimétrie élevée, ils n'ont pas la même pression que les autres, donc il y a une certaine iniquité qui peut être observée en situation de tension sur la ressource. Et voilà, c'est là où nous, exploitants de réseau, on a un rôle à jouer pour répartir cette ressource au mieux, faire en sorte que les irrigants aussi puissent dialoguer, s'entendre sur des règles de gestion, prendre en compte les particularités de chaque territoire et puis aussi dialoguer avec les collectivités, l'État pour préserver la ressourse et protéger l'environnement. Voilà. Donc avec vous, on va faire un petit retour d'expérience sur le déploiement de compteurs télérelevés, donc des compteurs connectés, on pourrait dire, avec un télérelevé déployé principalement sur la vigne. On va détailler ça juste après. Donc juste, on comprend bien que donc BRL est un concessionnaire du grand réseau hydraulique propriété de la région et BRLE est l'exploitant de ce concessionnaire, de cette concession plutôt. Tout à fait, oui, c'est une filiale. Voilà, moi je fais partie de la filiale BRL Exploitation, BRLE en plus court. Et voilà, notre but c'est que tous les jours, tous nos clients ils aient l'eau conformément à leur contrat et voilà, quand il n'y a pas de ressources ou moins que prévu, on est obligé de s'adapter. Voilà, aujourd'hui on est vraiment dans une logique de devoir s'adapter. Donc volumes sont contraintes, comme on le disait tout à l'heure avec Sophie. Oui, tout à fait. Et vous parliez, Pierre, là, de la télérelève. C'est vraiment une opportunité pour nous qu'on teste depuis maintenant 6 ans pour accompagner ce changement. Voilà, pour que on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais je peux juste vous montrer peut-être le slide suivant. Faisons ça. Pour vous. À quoi ça ressemble une télérelève? En tout cas, voilà, donc là c'est un territoire là d'une centaine où on dessert une centaine de clients viticulteurs qu'on a équipé en quasi-totalité de compteurs connectés en 2018. Et voilà, vous voyez les bornes d'irrigation ressemblent à
à celle à gauche, et on vient les équiper de systèmes communicants. Donc là, c'est un des systèmes qu'on utilise avec cette antenne qui vient se brancher sur le compteur, voilà, qui nous permet en fait d'avoir de la donnée journalière de consommation, alors que jusqu'à présent, on avait des relevés annuels. On avait voilà, peu de détails sur les consommations, notamment au moment de la pointe de consommation, au mois de juillet-août, qui est le moment le plus limitant pour nos réseaux. Voilà. Donc on comprend avec cet outil que vous pouvez faire un monitoring plus dynamique des usages de l'eau plutôt que voilà, un relevé une fois par an, ce qui vous permettra, j'imagine, de préciser les plans de gestion. On va y revenir. Je vous invite à vous asseoir. Ce qui va me permettre de donner la parole maintenant à Ludovic L'Huissier de la CACG qui nous rejoint. Là aussi, sous vos applaudissements. Merci pour lui. Ce qui me permet aussi de meubler le petit temps, le temps qu'il arrive. Ludovic, vous êtes directeur des opérations, d'ingénierie et de l'innovation à la CACG. Même topo, peut-être un mot sur la CACG ? Bonjour à tous. Oui, rapidement, je vais paraphraser mon collègue de BRL, puisqu'on est société sœur de BRL. On a été créé à peu près à la même période, à la fin des années 50, et notre métier, c'est à peu près le même aussi, c'est-à-dire qu'on a un Mais réseau... pas tout à fait sur le même territoire, si je dis pas de bêtises. Non, on est sur le territoire Midi-Pyrénées, anciennement Midi-Pyrénées, et Nouvelle et Aquitaine. On a aussi un patrimoine en concession, soit région, soit État, enfin on a plusieurs clients. Et notre rôle aussi, c'est de servir beaucoup les irrigants. Mais un de nos rôles principaux, qui est une de nos singularités, c'est qu'on utilise, nous, les rivières comme vecteur de transport de l'eau. Et donc notre mission, c'est mettre de l'eau dans les rivières, pour qu'il y ait de l'eau dans les rivières. C'est un peu banal de dire ça, mais de l'eau dans les rivières, c'est-à-dire aussi de l'eau pour l'environnement. Tu en as parlé, Denis. Et une grande partie de l'eau qu'on gère, en fait, sert simplement à faire en sorte qu'il y ait une vie aquatique possible dans ces rivières qu'on réalimente. Et on les réalimente aussi, bien sûr, pour permettre les usages. Et donc, on est sur un système très multi-usage. L'irrigation est le premier consommateur l'été, Gilles en a parlé tout à l'heure, mais on dessert aussi des collectivités qui utilisent ce système pour leur production d'eau potable, des industriels, et puis il y a tout un tas d'autres activités qui sont greffées sur ce patrimoine-là, la pêche, les loisirs nautiques, la navigation, l'hydroélectricité, etc. Donc on a un système très complexe à gérer qui nécessite des capteurs, des compteurs de télérelève, on en a aussi, du numérique. Et c'est pas du tout de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Non, pas que de ça, parce qu'effectivement, on aura déjà un témoignage, mais derrière cette description de la multiplicité des usagers, on sent poindre la question des conflits d'usage entre ces différents usagers, donc entre les poissons, le pêcheur, en passant par l'agriculteur et l'industriel, plus l'habitant qui boit un peu d'eau potable. Il faut que tout le monde arrive à se mettre d'accord. Voilà, c'est exactement ça. Donc notre deuxième métier, c'est de faire dialoguer les différents acteurs de l'eau, les parties prenantes, les usagers. Et c'est un métier très très difficile. Cette année, on a passé plus de temps en réunion à gérer l'eau, puisque de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à gérer. Il a fallu expliquer et répartir les difficultés, travailler sous contrainte, comme le disait Sophie. Et donc, on a passé beaucoup de temps à travailler sur le dialogue. Et pour dialoguer, on a mené un projet avec Aquasis, là, qui est dans la salle, qui est un projet qui s'appelle RSO, qui vise à se questionner sur comment le numérique peut nous aider à organiser alors une irrigation, faut pas dire résiliente, qui a dit suboptimale. C'est-à-dire en période de tension sur la ressource, la question c'est comment on peut inciter des agriculteurs peut-être à viser non pas le rendement maximum, mais un rendement légèrement inférieur qui permet de lisser la pointe de demande sans mettre totalement en péril l'économie des exploitations. Et donc en passant par des contreparties qui peuvent être des contreparties financières ou des contreparties sur des droits d'eau à d'autres périodes, là où peut-être ceux qui auraient été moins vertueux n'auraient pas accès à la ressource. On s'est lancé dans ce projet RSO et on s'est confronté assez vite à un problème, c'est que juridiquement et financièrement, on n'avait pas les moyens de tester cette idée-là. Et c'est la raison pour laquelle on a pris l'option de développer un jeu sérieux qui avait pour vocation de tester ces options d'incitation à prendre des décisions d'irrigation moins disantes du côté des agriculteurs. Quand on parle d'incitation, on parle de paiement pour service environnemental ou de compensation d'un manque à gagner? Les deux, mon capitaine. Voilà, c'est-à-dire que le concept de départ, c'est le paiement pour service environnemental. Donc, je précise ça, on rémunère l'agriculteur pour l'entretien d'un service écosystémique.
que nous rend en retour la nature, disons. Donc l'agriculteur, lui, Il produit s'efface, un service environnemental qui préserve le service écosystémique que nous rend la nature, entre guillemets, en retour. Et pour ça, il pourrait être rémunéré. Exactement, voilà. Et donc on a développé ce jeu et on s'est rendu compte que c'était un média très intéressant pour faire ce que je disais juste avant, c'est-à-dire le dialogue entre les différentes parties prenantes, permettre à des acteurs qui se connaissent pas ou peu, permettre à des acteurs qui comprennent pas forcément les contraintes des uns et des autres, de se retrouver autour d'une table et de, en jouant, apprendre la complexité du système et apprendre à discuter des options de gestion collective qui se présentent sur un territoire donné. On va détailler ça. Donc je précise, c'était l'ambition première de créer ce cadre de paiement pour service environnemental avec le projet RSE-Eau. Pas de bol, ni les moyens financiers, ni le cadre juridique. Donc on contourne le problème en traduisant ça en un jeu sérieux, mais qui s'appuie là aussi sur du numérique. On va discuter de ça dans un instant. Maintenant proposer à Dimitri Meunier, qui est directeur à la direction données, connaissances et systèmes d'information de l'OIO, de venir nous rejoindre. Rebonjour Dimitri, merci pour lui. Dimitri, l'OIO, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une ONG, une association, un institut public, un institut technique? Comment on qualifie l'OIO, l'Office international de l'eau? Alors l'Office international de l'eau, c'est avant tout une association, loi 1901, reconnue d'utilité publique avec un agrément de protection de l'environnement. C'est une association qui est située à Paris, à Limoges et la Souterraine, et à Sophia Antipolis. Voilà. Donc c'est à peu près environ 140-150 personnes réparties en France, et nous œuvrons pour une meilleure gestion de l'eau en France et dans le monde. Voilà. Quel est le rôle du coup de l'OIO vis-à-vis de nos petits camarades ici rassemblés? Est-ce que vous êtes conseiller, consultant, partenaire, interpellant, formateur? Quelles sont vos relations les uns avec les autres? Alors on se situe beaucoup à l'interface des établissements publics et des sociétés privées, en appui technique. Donc établissement public, on prend un conseil régional On prend un conseil régional au niveau de la région, mais ça métropole. peut être aussi un établissement au niveau national, comme l'Office français de la biodiversité, comme le ministère en charge de la santé, de l'environnement et de l'agriculture, avec qui on travaille en permanence. Voilà. Et vous proposez des outils que vous mettez à disposition de ces acteurs. Voilà. Alors parmi nos, alors déjà l'OIO, c'est un grand centre de formation sur la technique de l'eau, très orienté petit cycle de l'eau. Alors que notre mission au niveau national porte sur la donnée, l'ouverture des données et l'interopérabilité. Et si je permets de faire un lien avec les deux précédentes interventions, on pourrait citer la REUT, la réutilisation des eaux usées et traitées, où on est intervenu au niveau de la standardisation des données, ou tout simplement la préservation de la continuité écologique, là aussi où on met en place des protocoles bien identifiés pour laisser passer les poissons dans les rivières. Voilà, pour simplifier. Parfait, je vous invite à vous asseoir autour de cette table carrée, en l'occurrence. Merci. Et puis, on va pouvoir prolonger la discussion et puis préciser vos différents cas d'usage. Autour d'une première question, pour faire votre métier, on l'a vu avec l'enjeu du télérelevé, vous avez besoin de données. Est-ce qu'on peut repréciser quelles étaient les limites que vous avez rencontrées avant l'utilisation de ces télérelevés qui sont des limites dans cette collecte de données qui sont pour vous hyper fondamentales? Et je vais vous dépatouiller avec le fil juste après. Voilà. Je reprécise la question peut-être. Oui, en fait, voilà, ça fait déjà quelques années qu'on a l'habitude de gérer des plans de gestion de crise sur les territoires où la ressource est limitante. BRL Exploitation participe aux comités sécheresse départementaux. Voilà, donc on a cette expérience déjà depuis pas mal d'années. Et voilà, le constat, c'est que on arrive lors de ces réunions avec des données de consommation annuelle, des données climatiques et météorologiques observées, et voilà, le couperet tombe, il faut consommer moins d'eau. Et jusqu'alors, c'était un peu d'une année sur l'autre, quoi. C'était d'une année sur l'autre. On prenait l'année dépassée et on regardait ce qui allait venir. Voilà, et du coup, on impose des changements assez forts
sur les irrigations, avec peu de précision, peu de possibilités d'ajuster en fonction des contraintes de chacun. Peu de réactivité, j'imagine aussi, parce que si la crise arrive en cours d'année, branle-bas de combat, on rassemble tout le monde, mais avec une donnée qui est peut-être celle de l'an dernier et qu'on n'avait pas jusqu'alors en temps réel. Exactement. Donc finalement, les règles et les mesures prises pouvaient être interprétées comme assez grossières, assez injustes aussi par rapport aux petits irrigants, aux gros, aux cultures plus maraîchères ou aux cultures plus viticoles par exemple. Et voilà, donc aujourd'hui, ces données relevées sont intéressantes pour à plusieurs titres. La première, c'est on a de la donnée journalière des années passées, ce qui va nous permettre de mieux concevoir les règles de gestion, d'arriver avec des données précises sur la table, objectives, et de proposer d'ajuster les règles vraiment par rapport aux besoins de chaque typologie de client. Et dans un second temps, pendant une fois que les règles sont mises en place, il faut les suivre et s'ajuster à la météo qui évolue, qu'on peut pas prévoir plus de 15 jours à l'avance. Donc voilà, ça nous permet tous les 15 jours finalement de revenir avec de la donnée fraîche de la veille et se dire voilà, on a mis en place des mesures, il faut ajuster tel curseur. Mais voilà, tout le monde peut comprendre que on est obligé d'en arriver là, que c'est pas par manque de données qu'on prend des mesures grossières ou arbitraires, ou considérées comme telles. Voilà, exactement. On précise bien que chacun de ces compteurs, en tout cas de ces capteurs connectés qui envoient la donnée de compteurs préexistants, sont positionnés chez chacun des irrigants. Oui, sur chaque. Alors ça dépend. En fait, on a testé plusieurs zones pilotes, mais il y a des zones où on a pu équiper quasiment 100% des compteurs, d'autres où c'est certains, voilà, c'est un échantillon. Mais déjà, peut-être à des carrefours clés, on imagine, à des carrefours clés du réseau où vous positionnez des capteurs connectés. Non, c'est un échantillon de clients qui sont équipés, mais en général, on va déjà, en équipant les plus gros clients, avoir une visibilité sur les volumes assez importante. Et puis aussi, il y a certains types de clients, on sait qu'ils ont à peu près les mêmes usages, quoi. Donc même si on n'est pas sur du 100%, la donnée reste très intéressante. Voilà. Quel intérêt pour, en l'occurrence, les viticulteurs? Je crois savoir que ce sont des viticulteurs qui sont équipés aujourd'hui en capteurs capteurs connectés de télérelevé. D'ailleurs, c'est pas eux qui sont équipés, c'est leur compteur. Quel est leur intérêt à eux à avoir débarqué un capteur chez eux? Est-ce qu'ils se sentent pas un peu fliqués potentiellement? Alors, ça peut être une crainte. Et aujourd'hui, dans les secteurs saturés, en tout cas, on a pu voir que cette crainte a été très vite dépassée par l'intérêt que la donnée télérelevée apportait dans le débat et dans le fait qu'il fallait que tout le monde s'entende. Sinon, les tensions allaient s'aggraver très fortement entre les irrigants, qui sont quand même dans le même métier et qui travaillent tous les jours les uns à côté des autres. Donc voilà, il n'y a pas que la vigne, on équipe aussi tout type de clients aujourd'hui. C'est vrai qu'on a commencé beaucoup sur la vigne parce que c'est beaucoup de nos clients, mais voilà, aujourd'hui on peut équiper tout type de clients et voilà, on sent que cette crainte de voir de la technologie arriver sur les compteurs, en tout cas sur les zones à fort enjeu de type zone saturée, c'est très vite dépassé. Ludovic, est-ce que c'est le même retour d'expérience côté CACG? Donc on a bien compris que vous aussi vous équipiez certains de vos compteurs de télérelevé. Est-ce que c'est que les mêmes craintes sont dissipées dans un contexte de crise? Parce que c'est l'un des usages les plus prégnants de ces capteurs de télérelevé. Les craintes ne sont pas complètement dissipées, mais je pense que le numérique en général, les données, c'est un facteur d'apaisement dans des situations qui sont hyper controversées, hyper tendues. Et donc là-dessus, on rejoint complètement ce que dit Denis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ces compteurs, ils ont plusieurs intérêts. Ils vont avoir un intérêt, par exemple, pour des associations d'irrigants, quand ils sont ensemble sur un réseau et qu'il y a une contrainte sur le prélèvement dans la ressource. Le fait d'avoir ces compteurs connectés, ça va leur apporter directement un service au collectif. Au sein même de leur propre association d'irrigants, sans même parler d'inter-association ou d'inter-partie. Ils vont pouvoir s'entendre mieux dans la façon de se répartir la difficulté. Ça va être intéressant pour le gestionnaire aussi, qui va
comprendre la dynamique, on en parlait ce matin, la dynamique de prélèvement sur la ressource qui est gérée par le gestionnaire, et ça va lui permettre, lui, de mieux gérer. Donc le numérique a tout un tas de vertus. Il faut sans doute dépasser des craintes au départ et expliquer en quoi les bénéfices sont supérieurs aux risques. Mais voilà, on n'a pas de doute. Hein. Une fois qu'on a testé les choses, on l'adopte. Le goûter, c'est l'adopter. Absolument. Du coup, on a compris que c'était les irrigants au sein des associations, les usagers entre associations d'irrigants. Puis j'imagine qu'il y a aussi un enjeu d'objectivation de la situation vis-à-vis d'autres parties prenantes. Je passe la parole du coup à Dimitri. Est-ce que, en ayant une vision un peu nationale, voire même peut-être internationale, j'imagine, le I de OIO, c'est international, est-ce que vous voyez des partenaires, si ce n'est clients, en tout cas voilà, des acteurs comme ceux qu'on équipés aussi de ces compteurs de télérelevé? C'est quelque chose de très courant, ou est-ce qu'on est au début de l'histoire? Alors, ça dépend des pays. Voilà. Il y a des pays qui peuvent s'équiper, d'autres moins. Des pays qui ont moins d'argent, qui utilisent plutôt des photos satellites, notamment sur l'hydrométrie. Donc, ça dépend des moyens des pays et ce que l'on cherche. Ce qui me semble aussi important de dire, c'est que au niveau national, on prône l'ouverture des données, toutes données disponibles. Et ce qui est compliqué dans ce que vous dites, c'est, je vois bien le risque aussi de l'ouverture de la donnée, c'est de comparer ces données à celles du voisin et pas forcément avoir envie de les échanger. Or, ça présente des enjeux plus importants que ceux qu'on voit initialement. Hein. J'imagine que vous avez des contextes, des objectifs dans la collecte de données pour répondre aux besoins de vos clients, qui sont, à mon avis, qui pourraient dépasser des enjeux plus larges, notamment dans le cas du changement climatique, qui pourraient être réutilisés. Donc, très souvent, ces jeux de données ont besoin d'avoir des chroniques plus importantes et des protocoles assez standardisés pour assurer une comparabilité des résultats dans d'autres contextes. Voilà. Je reformule ce que vous dites, Dimitri, pour être sûr de comprendre. On se disait à l'instant qu'il y avait un intérêt à ces données issues de capteurs, de compteurs télérelevés pour les irrigants eux-mêmes, au sein de leur propre association, pour se répartir au sein d'une association les volumes, de manière optimale. Entre associations d'irrigants, pour éviter des conflits d'usage, voire avec d'autres parties prenantes. Et ce que vous nous dites là, c'est qu'en plus, ces données de télérelevés, elles peuvent être intéressantes pour la recherche, pour d'autres parties prenantes, pour un pilotage de politique publique à l'échelle nationale. Et ça sous-entend une question, la question de la standardisation de ces données pour être en capacité d'être utilisées. Tout à fait. Alors, si on revient un petit peu en arrière, il y a environ 25 ans, dans le domaine de l'eau, il n'y avait pas de standard de données. Hein. On s'intéressait d'abord à collecter les données, première chose. Voilà. Aujourd'hui, si on fait un point, les données au moins les données publiques dans le domaine de l'eau sont largement libérées. Hein. Vous le trouvez notamment sur le portail Eau France. Et en fait, derrière tout ça, depuis 25 ans, il a fallu établir des protocoles de collecte, c'est-à-dire de quelle manière on produit la donnée, de quelle manière on standardise la collecte de la donnée pour que ces données restent comparables à long terme. Voilà, donc il y a bien une capitalisation progressive de la donnée qui est extrêmement importante, qu'on voit moins dans les deux exemples ici, et qui me paraît fondamentale pour d'autres sujets, notamment sur la recherche, comme vous évoqué, mais sur plein d'autres sujets. Voilà. Et du coup, si compléter, on a parlé beaucoup de données de prélèvement, mais ce qui est sûr, c'est que en termes de données sur l'état du milieu, de l'hydrométrie, la météo, tout ça, c'est des données qui sont capitalisées maintenant depuis de nombreuses années et qui sont fondamentales pour nous et qu'on contribue. D'ailleurs, je suppose que BRL également, on a des stations de mesure et on verse au capital, au patrimoine national, un certain nombre d'informations et ça permet en effet de pouvoir mieux gérer nos systèmes et puis de permettre aux chercheurs de travailler des perspectives de changement climatique, etc., en s'appuyant sur ce capital de données-là. Et ça marche aussi pour les données de prélèvement, justement, ou est-ce que là, il y a pas un petit trou dans la raquette? On est au début de l'histoire, là, pour le coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les compteurs, ça date de la loi sur l'eau de 92. Les enregistrements, c'est des compteurs mécaniques. On faisait un enregistrement annuel sur un volume prélevé entre juin et octobre. C'est un peu pauvre comme information à l'échelle de ce qui se passe sur une parcelle agricole. Et ces compteurs connectés, ils ont, tu disais, 5-6 ans. On est dans cet ordre de grandeur-là et on n'est pas équipé partout. Donc les prélèvements individuels connus au jour le jour, c'est une information qu'on n'a pas aujourd'hui.
qu'on reconstitue par les modèles. On a parlé des modèles de bilan hydrique, c'est des choses qu'on a fait beaucoup, de reconstituer ce qui se passait. Mais maintenant, on a des outils, le numérique nous permet ça, d'imaginer des choses. Dimitri, puis après Denis. Ouais. Déjà, je suis très content que ce genre de données puisse déverser voilà, au niveau du commun. Hein, ça, c'est très important. Ce qui est aussi important, c'est que les données soient accompagnées de métadonnées. Justement, parce que vous allez sur datag.gouv.fr, par exemple, vous retrouvez un tas de jeux de données, mais une fois que vous téléchargez ces jeux de données, vous n'avez pas forcément d'explication sur telle et telle donnée, sur le contexte d'échange, la production de données, etc. Si bien que vous récupérez un autre jeu de données, c'est pratiquement incomparable. Donc je parlais tout à l'heure de capitalisation de données, je ne parlais pas uniquement de bancariser des fichiers les uns après les autres, c'est bien que d'assurer une espèce de standardisation sur toute la production de la donnée, de sorte que l'on puisse faire des prévisions. Aujourd'hui, les prévisions qu'on fait dans le cas du changement climatique reposent sur des protocoles standardisés, des standards à la fois sur le protocole d'échange de données, hein, mais aussi sur le protocole d'acquisition de la donnée. Voilà. Denis, sur ces questions de la standardisation des données de prélèvement, est-ce que BRL utilise un standard, si oui lequel, pour capitaliser ces données et potentiellement les mettre à disposition de la puissance publique? Alors pour les données de prélèvement, on déclare tous les ans les volumes prélevés et c'est communiqué aux agences de l'eau. Donc voilà, on rentre dans les standards. Bon, on s'est renseigné beaucoup à la main, quoi. Hein, c'est pas forcément automatisé. Par contre, le sujet, moi je trouve qui est vraiment intéressant avec la TE-Relève, c'est que et grâce au réseau de connectivité Sigfox, LoRa, etc., on peut équiper ces compteurs TE-relevés partout sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui équiper chacun de nos clients. Et voilà, le gros plus par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'on a beaucoup parlé ce matin des besoins agronomiques des cultures, mais en fait on voit que les usages, quand on les mesure, ils sont différents de juste du besoin des cultures. Et la TE-Relève permet de mesurer cela, de mesurer le comportement de l'irrigant, de mesurer finalement toutes les contraintes qu'il a qui sont pas prises en compte par les modèles théoriques. Et nous, exploitants, ça nous intéresse beaucoup pour qu'on puisse répondre à leurs besoins propres, quelle que soit la surface de culture, le type de culture, etc. Voilà. Oui, puis encore une fois, d'objectiver le comportement des irrigants, éviter peut-être les procès d'intention qui pourraient être faits historiquement dans certaines réunions. Enfin, en tout cas, on l'imagine bien en disant c'est toi qui en as mis trop, non c'est toi. Alors que là, on arrive à objectiver encore une fois les comportements de chacun. Oui, tout à fait. Pour rendre compte du caractère vertueux de certaines pratiques. C'est une mine d'information. Ouais, c'est une mine d'information qui n'est pas encore suffisamment exploitée. Et c'est là où la standardisation également sur l'usage serait intéressant à développer pour qu'on puisse mettre en commun, nous, exploitants, CACG, BRL, SCP et autres, voilà, qu'on mette en commun nos données, nos mesures et dégager des modèles aussi qui pourraient permettre de mieux répartir les ressources, de mieux l'utiliser, quoi. Je reviens sur cette question des standards. Dans d'autres secteurs de l'informatique agricole, chacun a son standard et tout le monde veut être le standard du standard. Et donc la question, c'est qui est le leader, qui est le standard leader. On parle d'interopérabilité des outils. Il y a même parfois plusieurs versions du standard avec des équipements qui sont pas à la bonne version du standard. Isobus 4.2.3. Et moi aussi je suis Isobus. En fait, moi je suis 4.2.1. Pas de bol. Est-ce qu'on a ce même problème dans le domaine de l'eau ou est-ce que c'est des choses qui sont beaucoup plus stabilisées et le standard de l'OIO fait foi pour tout le monde? Alors, d'abord, c'est pas le standard de l'OIO. Hein. Alors, j'ai plutôt prôné le standard au niveau national pour l'eau, c'est le SANDRE, hein, qui est Service d'administration nationale des données référentielles sur l'eau. Dimitri, en collant bien le micro. Pardon. Donc, le SANDRE qui diffuse sur le web l'ensemble des standards de partage, donc le langage commun du domaine de l'eau, qui va vous permettre d'échanger des données dans le domaine de l'eau, donc le SANDRE. Et grâce au SANDRE, en fait, c'est depuis 25 ans qu'on engrange de la donnée, qu'on la capitalise et qu'on la rend visible sur le web. Bon, ça marche. Voilà. Par contre, il faut bien distinguer les protocoles d'échange, donc les formats d'échange entre les acteurs, de ceux qui sont implémentés dans des sondes, voilà, où vous récupérez des données encapsulées, sans métadonnées, sans etc. Justement parce que
la sonde a pour objectif de transmettre rapidement de la donnée avec très peu d'octets finalement, une espèce d'optimisation de la donnée. Donc là, on parle d'une donnée brute qui est voilà. du coup pas forcément standardisée, en tout cas dont le standard n'est pas forcément qualifié dans le dispositif Sandre. Voilà, donc ça c'est un standard de la machine qu'on n'exclut pas, il y a plein d'autres standards. Donc en fait, c'est pas un standard Notre qui est un format propriétaire potentiellement. Voilà, mais qui n'est pas exclu, ça ne pose aucun problème, ça ne s'oppose pas au Sandre, bien au contraire. Mais le Sandre, lui, va vous permettre en fait de pousser ces données au niveau des standards pour que l'ensemble puisse comprendre votre donnée et la réutiliser. C'est ça le job du Sandre. On comprend qu'on est à un niveau d'interprétation de cette donnée ou de capitalisation de la donnée un peu plus élevé. La donnée de brute, je parle souvent de contrôle, elle n'est pas nécessairement standardisée. Il y a différents formats propriétaires issus de différents fournisseurs. Et c'est à un niveau des établissements publics où là, le standard a été avalisé. Voilà. Alors je vais donner un exemple je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Je vous vois pas trop hocher la tête, donc je serais curieux d'avoir votre avis. Vous prenez une sonde qui mesure la température de l'eau, et je sais pas le pH, par exemple. Elle va vous sortir un tableau en colonne avec des résultats, sans préciser qu'en colonne 3, c'est le pH, en colonne 4, c'est la température, et que c'est exprimé dans la même unité. Voilà. Le Sandre, lui, va vous permettre d'échanger sur la base du température et donc du pH qui est initialement codifié. C'est même des mesures avec des unités, des méthodes différentes, des fractions, des supports, etc. Donc vous allez pouvoir enrichir votre donnée alors que ce n'est pas du tout l'objectif de la sonde initialement, qu'on soit bien d'accord. Ludovic ? Oui, bon, pour illustrer, nous, on fait beaucoup de mesures de débit en rivière et ça passe par la mesure des hauteurs d'eau. Et ensuite, on transforme cette hauteur d'eau en débit par ce qu'on appelle des courbes de tarage, c'est-à-dire c'est des courbes qui permettent cette correspondance qu'on alimente en allant faire des mesures des champs de vitesse régulièrement à différentes hauteurs sur le milieu. Donc nous, on fait que relever des hauteurs d'eau. Cette hauteur d'eau, il faut dire dans quel référentiel altimétrique elle est. Et ça passe par un standard. Et si on donne qu'un débit, il faut donner le débit dans la bonne unité. Par exemple, effectivement, est-ce qu'on parle de mètre cube seconde, de litre seconde, de mètre cubeur, et en fonction des activités, les unités ne sont pas les mêmes. Donc le référentiel nous permet en effet de transformer la donnée qu'on a fabriquée, conçue, produite dans un standard qui peut être partageable, échangeable, et on s'astreint à ça puisque, comme je disais tout à l'heure, on fournit certaines données nationales et puis on exploite aussi pour nos propres besoins ces données-là. Donc on a tout intérêt à ce que le standard fonctionne. Soit respecté. Qui paye ce travail de la mise en standardisation de cette donnée brute? Ça fait partie du service. Partie du métier, du service. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on se rémunère sur le service qu'on rend à nos clients. Dont les collectivités locales et l'État derrière, ce que je comprends. Ou les irrigants en l'occurrence. Ou les irrigants en l'occurrence. Alors je complète, ces données-là en fait finissent dans la banque hydrométrique au niveau national, qui est visible à travers le portail Eau-France sur le web et qui repose là aussi sur un standard Sandre. Denis, est-ce que sur ces données de télérelevé, les irrigants concernés reçoivent individuellement l'information, ou est-ce que c'est nécessairement une donnée qui est, on va dire, collectivisée, le terme est affreux, en tout cas traitée à l'échelle du bassin de l'association des irrigants? Grosso modo, je vois un compteur, je vois un capteur connecté se mettre sur mon compteur pour un télérelevé. Est-ce que du coup, moi, j'ai accès à cette information-là directement? Est-ce que j'y ai même intérêt ou pas? C'est en train de se déployer. Alors, on parle beaucoup de ce qui a été fait en eau potable, où cet usage de communiquer les consommations télérelevées aux clients a tout son sens, parce que ça permet de détecter une fuite en 24 heures plutôt que d'attendre un mois et avoir une facture d'eau salée. Pour l'eau brute, l'enjeu est moins de détecter les fuites. Donc, il y a des compteurs qu'on va équiper, qu'on va pas forcément... dont la donnée ne sera pas forcément communiquée à l'irrigant, parce que c'est plus pour un objectif d'optimisation de l'exploitation du réseau. Mais par contre, dans les zones dont on parle, les zones saturées, où on manque, où la ressource est insuffisante en période de pointe, oui, la donnée elle est partagée à fréquence hebdomadaire ou bi-hebdomadaire pour faire ce suivi de situations de crise. Et du coup, tous les parties prenantes ont accès aux données des différents irrigants pour que voilà, on s'assure, on puisse en toute transparence s'assurer de l'équité de la répartition de la ressource. Je suis surpris de vous entendre dire que la question des fuites est pas un enjeu prioritaire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de fuites.
contrairement à ce qu'on peut entendre dans le système d'eau potable, ou est-ce que c'est parce que on se concentre sur les zones où c'est vraiment, on va dire, il y a des enjeux de gestion de ressources plus criants que dans d'autres zones, où là on fait l'effort, mais pas plus globalement dans le reste du réseau. Encore une fois, peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment de fuite à traiter. Hein. Non, l'enjeu est moins fort. Il est présent et on y viendra. Hein. Il est moins prioritaire que sur des réseaux d'eau potable par rapport au prix de l'eau. L'eau potable, c'est 1,50 € à 2 € le mètre cube. Nous, on est plutôt sur 10 centimes à 40 centimes le mètre cube. Donc, c'est pas ça qui va faire la différence pour l'irrigant. Voilà, c'est pas. En tout cas, d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, on imagine que c'est un peu autre chose. Ouais. Voilà. Après, voilà, pendant la saison, le petit débit de fuite, il va pas faire une grosse différence. Et hors saison, en général, le compteur est fermé. La borne est fermée à l'entrée de la parcelle. Une réaction, Ludovic, sur cette question de la mise à disposition de l'information auprès des agriculteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes détecter une fuite dans leur propre système ou en amont. Il y a le sujet RGPD dont on parlait ce matin, là, où les agriculteurs doivent accepter que leurs données soient plus ou moins rendues publiques. C'est le cas dans les associations d'irrigants. Encore une fois, les associations d'irrigants sont des associations où tout le monde est adhérent de l'association et a intérêt à ce que le patrimoine soit bien géré et bien entretenu. Donc là, on a développé une appli, ou un site web où chaque irrigant peut voir sa consommation et voir la consommation du collectif. Et puis le président de l'association, lui, il a accès à l'ensemble puisqu'il est garant justement de l'équité dont tu parlais. Et donc il y a tout intérêt à ce que la transparence soit maximale pour que la confiance s'instaure entre les différents préleveurs. Et c'est pas toujours simple, hein, mais et ça peut en effet parfois permettre de détecter des fuites et du coup d'intervenir. Et en général, on intervient hors saison parce qu'effectivement pendant la saison, il faut envoyer l'eau et c'est pas un sujet économique, sauf quand il y a une grosse fuite au milieu du champ et où là on peut plus intervenir et voilà. Mais ça se voit, on n'a pas besoin forcément des compteurs. Voilà, exactement. Revenons sur ces situations de crise qui sont deux sujets sur lesquels vous êtes revenus l'un et l'autre et sur lesquels on a besoin de données fiables, rendues interopérables et exploitables. Du coup, Denis, qu'on comprenne bien comment vous utilisez concrètement ces données issues de télérelevés dans l'animation des réunions d'irrigants, parties prenantes avec, j'imagine, l'agence de l'eau, les pouvoirs publics. Comment c'est concrètement présenté ? C'est sous forme de carte. Est-ce qu'il y a un enjeu de présenter ça d'abord aux irrigants, puis ensuite, voilà, quel usage vous faites de cette information objectivée pour animer les réunions ? Alors, ces données, en fait, elles vont nous permettre de préparer le plan de gestion de crise en amont de la crise. C'est toujours mieux que pendant la crise. Et du coup, voilà, ça permet de mettre sur la table les consommations par type de client, mais aussi surtout la consommation de pointe, parce que c'est nous, enfin pour nos réseaux BRL, c'est surtout cette consommation-là qui devient limitante en période de pointe, et dont la télérelève permet de mesurer, ce débit. Donc voilà, ça permet de finalement d'adapter des règles en fonction du type de client. Par exemple, sur le réseau du Pouget, il a pu être, il y a un consensus qui a pu être établi que les règles de restriction en période de crise ne seraient pas les mêmes pour les melonniers précoces qui du coup pourront équiper et utiliser l'irrigation en dehors de la période de pointe qui est observée sur le réseau. Ça peut être un autre réseau, le Pouget, où ça a pu être montré qu'il y avait un gros client, c'était en fait une association d'irrigants, qui derrière avait des dizaines d'adhérents qui utilisaient l'eau. Alors plutôt que de mettre la même règle à tout le monde, on va réduire de 20% les débits en pointe. Eux, ils faisaient déjà en fait le travail de réduire, d'optimiser le débit pour que ça soit voilà, réparti en aval à tous leurs adhérents. Donc voilà, la télérelève a permis d'expliquer aussi que la règle pourrait être différente pour ce client-là qui a déjà un travail d'optimisation en aval. Voilà. Ludovic, de votre côté, vous avez un autre usage de la question de la donnée numérique. Là, on s'est beaucoup focalisé sur la question des données issues de compteurs télérelevés. Vous utilisez une autre approche valorisant des données issues de consommation ou de prélèvement dans le cadre, on l'a dit, d'un jeu sérieux.
Est-ce qu'on peut revenir sur cette expérience et là encore nous expliquer comment ce jeu est accepté et surtout à quoi concrètement il sert dans la négociation, parce que c'est de ça dont on parle, entre différentes parties prenantes d'un territoire. Donc le jeu, il vise à mettre en relation un gestionnaire de la ressource en eau, c'est-à-dire celui qui va être garant que la ressource en eau est suffisante pour l'environnement, mais qui va être aussi celui qui va orienter les choix, enfin les autorisations, les interdictions de prélèvement pour les irrigants. Il va aussi du coup influencer la production agricole sur le territoire. En même temps que vous parlez, je projette quelques éléments. Et donc, sur votre jeu. Il va être mis en face de joueurs qui vont jouer le rôle des irrigants, qui eux vont être amenés à prendre des décisions régulièrement pendant la campagne d'irrigation de leur culture, pour évidemment essayer de produire le maximum et ainsi faire de la production alimentaire et puis faire aussi leur propre revenu économique. Mais dans le jeu, ce qu'on a voulu, c'est mettre en évidence que l'on soit gestionnaire ou irrigant, on a un double objectif finalement. On a un objectif économique qui est celui de produire de l'alimentation pour le territoire, et un objectif environnemental qui est celui de faire en sorte que la ressource elle soit bien gérée et qu'elle permette le multi-usage, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a mis en scène en fait ces deux types de joueurs, et on va donner, avec des jeux de données numériques, on va essayer de faire en sorte que le gestionnaire, donc qui va suivre le débit là, qui est la courbe foncée en très plein, ne descendent pas en dessous de la courbe rouge. Donc là, vous avez un exemple d'un jeu où il n'a pas tout à fait réussi, le gestionnaire, mais il a pris des décisions au cours du jeu qui consistaient à dire: je vous laisse, vous, irrigants, prendre les prélèvements, l'eau dont vous avez envie, ou alors je vais vous restreindre, ou alors je vais vous inciter à faire des efforts. Donc il a à sa disposition plusieurs leviers de gestion. Aujourd'hui, les règles font que, on en parlait tout à l'heure, il y a le quota ou le volume à l'échelle de l'année, et il y a le préfet qui, lorsque le débit devient trop faible, dit bon, on arrête tout. Nous, ce qu'on a voulu simuler, c'est quelque chose d'un peu plus fin, comme avec la télé-relève, pouvoir faire plus dans la dentelle, et avec des leviers d'incitation et de restriction, pouvoir jouer plus finement et réduire de façon moins drastique les prélèvements à certains moments critiques de la partie. Et de la partie. En sous-jacent, il y a un vrai modèle hydro-géo-écologique. Ça, ce sont des vraies données de débit. Et qui s'appuie sur un vrai bassin versant. Voilà, un vrai bassin versant. Pour refaire le lien avec la présentation ce matin. Une vraie reconstitution des débits naturels, c'est la courbe en pointillé. Et quand il pleut, on voit la pluie en haut, le débit naturel, il augmente. Donc ça marche, ça représente la réalité. On a essayé de faire un jeu, toujours pareil, quand on fait un jeu, il faut être réaliste pour que les joueurs ils adhèrent, mais il ne faut pas être trop complexe, sinon ça devient injouable. Donc on simplifie, mais pas trop. Donc c'est un vrai jeu de données de débit. Et ensuite, si on voit peut-être les diapos suivantes. Tout de suite. Donc là, c'est la mécanique du jeu qui montre qu'à un instant donné, le gestionnaire il dit dans quelle situation on est. Donc on est juste avant le trait pointillé en haut à gauche. On a une prévision météo, on met ça aussi dans le jeu, c'est-à-dire qu'on met cet aléa qui est la réalité aussi vécue par le gestionnaire et par les irrigants. Météo France dit il va pleuvoir un peu ou beaucoup, et on n'est pas très très sûr de ce qui va se passer. Donc ça, on simule là, ça aussi, et le gestionnaire annonce quelles sont les règles qui s'appliquent en prélèvement. Vous avez le droit à faire ce que vous voulez, ou alors je vous incite plus ou moins à faire des efforts, ou alors je vous interdis partiellement ou totalement. Et à partir de ça, les irrigants décident d'appliquer une dose d'irrigation sur leur culture, et ils ont, c'est la diapo suivante, des cartes culture qui leur permet d'associer une quantité d'eau reçue par la plante à une quantité d'eau reçue par la plante, un rendement qui simule la croissance de la plante au cours de la campagne. Donc on a un réservoir sol, on a de la pluie, on a de l'irrigation, et la plante elle grandit grâce à cet apport en eau. Et l'irrigant il choisit s'il apporte 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm. Et ensuite on lui dit en fait il devait pleuvoir 5, il n'a pas plu. Ton réservoir sol, tu sais pas trop dans quel état il est, tu as une info qualitative, en fait il était plutôt faible. Donc ta plante, elle a reçu moins d'eau que prévu. Et en fonction de ça, tu vas avoir un rendement qui augmente plus ou moins. Tu vas avoir une performance environnementale qui est plus ou moins forte. Et voilà, on va simuler comme ça ce qui se passe sur les territoires entre des prélèvements, la production alimentaire, un effet de ces prélèvements sur la ressource. C'est-à-dire que si on revient à la diapo d'avant,
Le choix des irrigants a conduit ici, vous voyez, à ce que la courbe elle passe sous la courbe rouge, c'est-à-dire que le gestionnaire il n'a pas été assez incitatif ou assez restrictif, et les irrigants qui avaient beaucoup besoin d'eau à cette période pour faire de la production ont prélevé énormément, ça fait chuter le débit. Voilà, donc on simule ça, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est pas tellement le résultat de la courbe, c'est plutôt que les acteurs ils se mettent à réfléchir ensemble à cette problématique de gestion de l'eau. C'est pas il y a qu'à Faucon, c'est en fait c'est compliqué quand même de gérer une exploitation agricole. Ah oui, mais quand on est gestionnaire, c'est pas évident d'avoir la vision globale de ce qui se passe. On est dans une logique vie ma vie, c'est-à-dire le gestionnaire devient irrigant, l'habitant devient irrigant, et c'est un jeu de rôle où chacun tourne. Ça, ou est-ce que les irrigants restent les irrigants et les gestionnaires restent gestionnaires? On est au tout début de l'aventure, donc j'ai pas encore fait jouer beaucoup de monde, mais c'est effectivement l'ambition, c'est de permettre à toutes les parties prenantes d'un territoire de se mettre dans ce jeu-là. Peut-être qu'il y a d'autres rôles à inventer, hein. La police de l'eau, l'association de protection de la nature, on peut leur mettre des rôles dans le système. C'est exactement ma question, parce que dans les usages de l'eau, il y en a beaucoup. Et puis on peut voir des usages de l'eau à l'échelle locale, parce que très souvent, depuis un petit moment, on parle très local, mais très peu national. Donc il faut voir l'impact sur toute la continuité, par exemple, écologique, dont je parlais tout à l'heure, et d'ailleurs c'est une de vos introductions. Et je voulais savoir si ça pouvait être aussi un outil de mise en réseau de communication, notamment dans le cadre des SDAGE et autres. Les schémas départementaux d'aménagement de la gestion de l'eau. Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Oui, j'ai eu des contacts avec des animateurs de ce qu'on appelle les PTGE. Alors on est beaucoup dans les sigles. Les programmes territoriaux de gestion de l'eau qui sont mis en œuvre, sont des processus de concertation et de dialogue qui sont mis en œuvre entre tous les usagers et les parties prenantes de l'eau sur les territoires. À quelle échelle quand on dit territoire? C'est l'échelle, disons, à taille d'un département à peu près, d'un bassin versant. L'enjeu, c'est de faire dialoguer les acteurs et de leur faire prendre des décisions sur l'avenir de la gestion de l'eau sur le territoire. Et un outil comme celui-là, c'est un outil qui permet de détendre un peu l'atmosphère. Souvent, c'est assez tendu, ces discussions, et de faire comprendre que gérer l'eau, c'est complexe, qu'il y a beaucoup de composantes. On a parlé de la donnée et de l'importance d'accéder à l'information. Et ça aussi, c'est un enjeu. C'est-à-dire que chacun libère son information. C'est pas évident, a priori. Donc, il faut faire dialoguer. Et c'est un outil parmi d'autres. Il y a des tas de techniques, mais ça fonctionne. Et on voit les acteurs qui se prennent au jeu et qui se disent « Ah oui, quand même, c'est pas si simple ». Ça vaut le coup. Un mode d'appréhension de la complexité vécu par l'autre. Dimitri, est-ce que ce type d'exemple, on l'observe, donc là on prend un exemple de jeu de rôle, un jeu sérieux, mais est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques, on va dire d'autres dynamiques comme ça, s'appuyant sur des outils numériques qui facilitent la gestion concertée des ressources? Tout à fait. Alors il y a aussi l'ancienne, où on met des acteurs autour de la table avec des post-it et puis on les fait travailler sur des sujets. Pas très numérique, ça, pour le coup. Ça commence par être numérique parce que les post-it sont numériques maintenant. Parce que ça on fait ça en visio, mais bon. Parce que maintenant avec la visio, les papiers c'est pas facile. En tout cas, je vois au moins trois niveaux là dans ce que vous dites. Peut-être un outil axé plutôt citoyen sur une prise de conscience de la gestion de l'eau, sur tous les usages. Un outil d'animation. Je vois moins un outil pour le moment, ce qui pourrait le devenir comme un outil plutôt scientifique de modélisation, vraiment de perspective. Et ça aussi, ça pourrait... alors ça se complexifierait Non, mais nettement, on a développé le concept qui est derrière, qui est le concept d'éco-efficience, qui a été développé par les chercheurs d'INRAE, à Géo, à Montpellier. Et en fait, le moteur du jeu les intéresse beaucoup parce qu'ils se disent on pourrait programmer des comportements types. C'est Sophie aussi qui parlait de stratégie type là, tout à l'heure. Donc on pourrait imaginer faire tourner des jeux grâce au numérique très très vite et voir quelles sont les stratégies qui génèrent une gestion plus ou moins performante de l'eau et de la production alimentaire sur un territoire. Donc les chercheurs sont intéressés, les instituts de formation sont intéressés, les animateurs de démarches territoriales sont intéressés. Je crois qu'ils pourraient être intéressés et j'espère qu'ils pourraient être intéressés parce que il y a du potentiel avec un outil comme ça. Alors pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a d'autres outils équivalents? Il en existe plein, mais ce sujet-là me fait penser à la DCE et au système d'évaluation. La directive cadre sur l'eau qui impose la remise en bon état écologique des cours d'eau. Voilà. Et en fait, avec l'INRAE, on a mis en place des indicateurs d'évaluation et on faisait tourner des jeux de données complets. Et on faisait baisser les manettes et on augmentait les manettes pour voir effectivement l'effet sur le bon état ou le mauvais état. Et donc on avait un outil clairement de simulation
du bon état écologique. Je vais me permettre de donner la parole à Denis parce que j'ai une question à lui poser. On a là donc des données issues de télérelevés qui pourraient à terme venir alimenter, enfin, à terme ou pas d'ailleurs, qui peut-être déjà alimentent des bases de données qui sont véritablement intégrées dans le jeu qu'on expose. Mais je reviens sur le sujet là, des télérelevés pour une gestion dynamique en situation de crise notamment de la gestion de l'eau. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt en plus d'avoir ces données de prélèvement télérelevés, d'avoir accès aux données des outils de pilotage proposés et qu'on a décrit ce matin, des données de pilotage de l'irrigation, pour avoir une comparaison prélèvement conseil. Est-ce que vous voyez un usage là à imaginer, et du coup il y aura une question sous-jacente, c'est comment on standardise les données issues de ces outils. Mais est-ce qu'il y a un intérêt? Ça peut être une colle, hein, désolé pour la question. Il y a un intérêt, mais oui, ça peut être traité séparément. Mais il y a un intérêt, bien sûr, de la donnée télérelevée du point de livraison, vraiment du client en tête de parcelle. C'est qu'on va pouvoir comparer les besoins théoriques aux usages réels. Ouais. Et voilà, ça va permettre de communiquer aux clients, qui puissent constater cet écart, voir comment l'améliorer, l'optimiser. Voilà, on peut pas être derrière chacun. Donc, le fait de pouvoir automatiser finalement cette analyse et de pouvoir communiquer avec les applications smartphone, etc. dessus, ça peut permettre finalement d'optimiser les usages à grande échelle, quoi, hein, sur des masses importantes des nombres importants de clients. Voilà, ce seraient des applications à développer, sans doute, ou peut-être déjà existantes, mais à améliorer. Ouais. En tout cas, l'appel est lancé. Oui. Non, juste pour rebondir là-dessus, c'est-à-dire que dans le jeu, on fait l'hypothèse que la télérelève, elle existe vraiment et à large échelle. C'est-à-dire que là-dedans, on dit il y a de la transparence. Et le gestionnaire, il a accès aux informations concernant les prélèvements des irrigants en temps réel. Et les irrigants ont accepté cette règle du jeu-là. Et donc, c'est une hypothèse très forte en réalité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans nos territoires. Encore une fois, le taux de déploiement des télérelevés, c'est pas non plus 100%. Mais voilà, un outil comme ça permet aussi de se dire, ah bah oui, mais si cette info-là, si le numérique nous permet ça, bah finalement, ça peut nous aider. Et est-ce qu'on peut imaginer dans le jeu une carte, je mets en place un sponsoring d'outils data décision qui permet d'optimiser l'efficience de l'eau et hop, je vois les effets du déploiement de ce type d'outils sur la consommation globale. Moi, je mets en place Oscar parce que moi, BRLE ou moi, CACG ou moi, collectivité, je subventionne la mise à disposition de ce robot. Bim, moins 20% de l'éco-efficience. Le numérique a ça de bien qu'on peut tout imaginer, je crois. Et une des options de développement, c'est d'imaginer un module agroécologie, c'est-à-dire comment les irrigants pourraient choisir une stratégie de développement de leur exploitation vers des pratiques agroécologiques qui auraient pour effet de réduire le besoin en eau pour une production équivalente. Quoi. Avec quelques sujets sur comment on modélise sur l'impact de la ressource en eau. Mais j'imagine qu'il y a aussi un sujet voilà, je mets la carte agroécologie, ça augmente le stockage de l'eau dans les sols, donc a priori j'ai moins besoin de ressources issues de l'irrigation. Mais bon, là il y a 2-3 sujets de recherche peut-être. Oui, mais bon, encore une fois, avec le numérique, je pense, en tout cas, moi, c'est l'hypothèse que je fais dans mon métier, c'est que considérer que le numérique, c'est plutôt un produit d'avenir pour améliorer la façon dont on travaille, quoi. Je reprends l'exemple, Denis, là tout à l'heure, sur l'association d'irrigants qui cumulait plusieurs irrigants et qui, du coup, avait un gros volume. Mais est-ce qu'on a pu démontrer que cette association faisait déjà bien on va dire, dans l'optimisation de son propre système. Je rebondis sur un des commentaires qui est de dire est-ce que ces outils de télérelevés, cette objectivation de la situation permet de rendre compte de situations déjà optimales ou déjà avec des bonnes surprises qu'on peut avoir à l'échelle d'un gestionnaire, ou est-ce qu'on est toujours dans des situations, encore une fois, un peu délicates? Non, c'est vraiment ça, parce que du coup, ça a permis de montrer sur ce cas-là que le débit moyen de pointe des adhérents de cette association pour la même culture était inférieur au débit moyen de pointe des autres clients autour, quoi. Donc finalement le travail de cette association-là déjà avait permis de faire de l'optimisation. Voilà. Ouais. Oui, notre retour expérience, c'est exactement ça. Je parlais de 92 tout à l'heure, les premiers compteurs. On s'est rendu compte qu'à partir du moment où on a commencé à compter, on a fait des économies.
Et maintenant, on peut, grâce à ces outils, mieux compter. Alors, ils sont pas que communicants, ils sont aussi, ils comptent mieux avec des technologies qui sont un peu plus performantes. Et quand on est en plus transparent, voilà, il y a des choses qui se passent qui font que des économies, on en fait. Parce que on se rend compte de ce qui se passe, tout simplement. Oui, nous on a l'expérience des plans de gestion où il y a eu des consignes qui ont été données, même des sanctions définies, mais pas de télérelève, pas de contrôle, pas de résultat. Voilà, très clairement, c'est à partir du moment qu'il y a un contrôle, même s'il n'y a pas de sanction, déjà il y a des résultats. Et si il y a un contrôle, un suivi, ça permet d'ajuster. Voilà, ça c'est indispensable. Dans la bonne recette pour faire un bon plan de gestion de crise, il y a 4 étapes. La première, c'est la concertation pour établir un consensus. Et c'est là où la partie jeu là est très intéressante. Moi, j'aimerais beaucoup jouer, essayer. En tout cas, voilà, moi, mes collègues exploitants qui mettent en place ces plans de gestion de crise, ils jouent pas dans ces réunions-là, mais ils sont dans le bain direct. Et cette étape est essentielle pour que tout marche ensuite. Ensuite, il faut définir les règles ensemble, les co-construire hors période de crise pour que ça puisse être acceptable. Définir des sanctions qui vont avec, parce que il y en a toujours un ou deux qui vont pas vouloir suivre les règles. Et puis le contrôle, quatrième étape. Pendant le contrôle, voilà, avec un suivi, un aller-retour régulier, plus la tension se renforce, plus il faut communiquer. Voilà, la donnée télérelevée fraîche permet aussi de communiquer plus facilement. Donc avant d'être des gestionnaires de tuyaux, de pompes et de vannes, vous êtes des médiateurs, des facilitateurs? C'est ça qu'on peut dire quand on décrit votre métier? C'est un peu l'évolution du métier en fait. Historiquement, c'était pas le cas. Si on avait de l'eau, il suffisait d'amener l'eau au compteur. Voilà. Aujourd'hui, on a une double contrainte, c'est les besoins évoluent, ça augmente, le réchauffement climatique. De l'autre côté, la ressource diminue. Il y a les services de l'État qui veillent à ce que voilà, l'eau soit bien utilisée. Et donc on est entre le marteau et l'enclume. Donc voilà, il y a vraiment un changement du métier. Et de fait, comme on est entre ces deux parties, on a un rôle de médiateur évident voilà, qu'on peut prendre et qu'on souhaite prendre pour que ça se passe au mieux sur nos territoires. Je disais tout à l'heure, en 2022, on a passé plus de temps en réunion que derrière les vannes. Ouvrir et fermer des robinets. Et en réalité, le numérique nous a aidé à ça aussi. C'est-à-dire que l'apprentissage de la visio qu'on a faite pendant 2 ans, pour des raisons que chacun connaît, nous a permis de multiplier en fait ces réunions de concertation, ces temps d'échange, de communication avec les différents acteurs dans une année comme cette année où c'était indispensable en fait d'expliquer que voilà, on était dans une situation extraordinaire qui peut-être va devenir moins extraordinaire les années qui viennent et qu'on avait besoin de partager de l'information, de s'entendre sur où on en était et des risques qu'on prenait ensemble. En vous écoutant, on a un peu l'impression que c'est génial en fait. Il n'y a plus de problème, il y a toute l'information, la donnée est télérelevée, il n'y a plus qu'à se réunir et se concerter, regarder, tout est objectivé. Je rebondis sur un commentaire d'un des participants, vous parlez tous de transparence et en même temps on entend que c'est quand même pas si simple. Qu'est-ce qui est pas encore si simple? Et après je donne la parole à Dimitri. Est-ce qu'on n'est pas, en tout cas là dans le discours, voilà, quelle est encore la limite que vous rencontrez pour concrètement faire avancer les acteurs? Un exemple, c'est ou avoir accès à cette information. Les textes juridiques, par exemple, qui régissent le travail qu'on fait. Tout à l'heure, quelqu'un disait on doit atteindre des objectifs 4 années sur 5. Donc il y a des textes dans les SDAGE, on peut revenir aux SDAGE, qui donnent les objectifs que se fixe la collectivité. Et puis il y a des textes un peu précis qui régissent le fonctionnement de certains ouvrages de réalimentation. Et parfois ces textes sont pas tout à fait cohérents entre. Il peut y avoir des injonctions un peu paradoxales. On a aussi des services de l'État qui interprètent les textes et qui font leur travail de contrôle, parfois de PV. On a des associations aussi qui veillent à tout ça. Et donc le climat, s'il tend à devenir un peu plus transparent, il n'est pas encore complètement apaisé. Et bon, vous savez tous que le sujet de la gestion de l'eau, du stockage de l'eau, c'est un sujet encore hyper controversé. Gilles en a parlé ce matin. Et donc il y a du chemin à faire encore. Mais si on ne va pas dans ce sens de la transparence et qu'on reste dans la défiance, je pense qu'on se prépare des étés compliqués. Denis, est-ce que les acteurs ils jouent le jeu? Au-delà du jeu dont on parle, mais en général?
En fait, s'ils comprennent l'intérêt commun qu'ils ont à se rassembler. Alors, je reformule. Est-ce que les acteurs comprennent l'intérêt commun à se rassembler? Oui, nous on a observé que oui, tout à fait. Surtout quand ils ont vécu une grosse crise. L'année d'après, ça se passe mieux. Donc voilà, oui, non, tout à fait. L'urgence, elle est là, et l'eau, de toute façon, voilà, c'est un besoin vital pour leur activité. Donc voilà, on trouve une solution, mais il faut prendre le temps de se concerter. Il faut pas lésiner sur les moyens en termes de communication, et le travail il est là. On a tous les outils, ça y a pas de problème. Le numérique, c'est magique, on peut faire plein de choses, mais le travail, il faut le faire quand même. C'est pas un ordinateur qui va le faire à notre place, quoi. Communication et peut-être conduite du changement, pour aller un peu au-delà d'un push d'information, mais véritablement accompagner le changement de comportement. Et on l'a vu avec soit des jeux sérieux, soit des données objectivées. Ça permet d'avoir une vue sur les comportements et d'accompagner leur évolution. Un petit mot de la fin, peut-être Dimitri. Vous buvez du petit lait, non? En les écoutant, c'est super, oui, là, tout va bien, c'est génial. Transparent, c'est bon, ça marche. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ça me fait un peu sourire, évidemment. Alors, déjà, c'est pas un métier qui évolue. Je pense que c'est tous les métiers qui évoluent parce que on prend conscience de l'importance de l'environnement. C'est sûr que c'est pas à la chaire agrotique que je vais apprendre ça, mais il y a d'autres métiers qui ont pas cette conscience-là. Et puis il y a des métiers en stress, c'est-à-dire des métiers dans le domaine de l'eau. Progressivement, vont rencontrer des difficultés à venir avec les départs en retraite, etc. Donc il y a de vrais enjeux de formation et de prise de conscience dont on n'a pas parlé ici. Donc il faut profiter de ces changements-là pour acculturer les gens au domaine de l'environnement. Ça, c'est très, très important. Avec là aussi un apport du numérique potentiel dans la formation, on l'a vu, hein, parce que tout à fait. Le jeu sérieux peut être un outil de formation génial. Après, il ne faut pas rêver non plus. Il y a des enjeux locaux, même politiques, des enjeux d'industriels, etc. Et on n'en est pas à l'ouverture de toutes les données, hein, qu'on soit bien clair. Ça prendra énormément de temps avant que vraiment les données soient vraiment libérées avec les bonnes pratiques associées. Je pourrais vous donner tout un tas d'exemples, publics comme privés, des mauvais exemples où on a le sentiment de mettre à disposition de la donnée et en réalité on sait pertinemment que la donnée est inexploitable derrière. Donc il y a encore pas mal de choses à faire, un grand chemin à parcourir. Mais voilà, il faut profiter de ces métiers à stress pour renouveler des futurs ingénieurs avec vraiment une compétence donnée, environnement, une sensibilisation au milieu et pas qu'à une vision très régionalisée en disant je veux atteindre moins 20% parce que au niveau réglementaire c'est 20%, etc. Il faut acculturer les futurs ingénieurs à l'environnement plus largement, à la préservation des milieux. Et enfin, je terminerai, si le SIE, le système d'information sur l'eau, est une réussite côté cendre depuis 25 ans, ça va être bientôt le cas pour la biodiversité et les milieux marins, qui prennent le même chemin. Donc donc à terme, on rentre dans un dispositif globalement qui offre l'accès libre à la donnée, justement, pour le monde de la recherche, pour optimiser, dont on a parlé, la gestion de l'eau en France et dans le monde. Le monde de la donnée libre, un super sujet pour un futur séminaire de la chaire agrotique, peut-être. Avec plaisir. Appliqué à l'environnement. Merci à tous les trois pour votre franchise et vos retours d'expérience. Et puis on peut les applaudir pour ce partage.